Special Criminal Investigation débarque en arcade en 1989. C'est la suite officiellement officieuse de Chase HQ qui était sortie tout juste un an avant et qui cartonnait encore. La recette est la même, une magnifique bagnole, 2 flics et des méchants en véhicule à arrêter. Dans Chase HQ, le seul moyen de stopper les adversaires était de leur rentrer dans l'arrière-train avec votre véhicule. Dans SCI, les armes à feu seront de la partie, et vous pourrez canarder vos ennemis sans sommation. D'ailleurs, en plein milieu de la course-poursuite, un Ubercopter pourra même vous livrer un bazooka pour faire encore plus de dégâts. Le jeu est magnifique, d'une vitesse hallucinante de base, mais encore plus rapide lorsque vous utilisez un des turbos qui vous sont accordés au début de chaque niveau. Nombreux sont les obstacles sur la route, et des événements météorologiques apparaissent pour donner encore plus de vie à l'action. Vous avez 60 secondes pour attraper votre cible, et 60 autres pour réussir à la stopper en lui rentrant dans l'arrière-train donc, ou en lui balançant un maximum de pruneaux. Tout cela sur un scénario qui parle de kidnapping de jeunes filles dans 6 niveaux qui deviennent de plus en plus déjantés. Si les 2 premiers niveaux sont faisables en un seul crédit, à partir du 3e, toute la difficulté du jeu d'arcade apparaît au grand jour, et tout est fait pour vous faire continuer la partie en ajoutant des pièces. Et le jeu n'est pas tendre. Si durant la première phase de la course-poursuite, le game over se pointe, un continu vous permet de redémarrer où vous étiez arrivé. Mais si vous perdez durant la phase d'arrestation, le véhicule ennemi se répare comme par magie et vous devez reprendre cette phase depuis le début. Les ennemis deviennent de plus en plus impressionnants pour finir en apothéose avec un premier combat contre un camion qui se termine rapidement pour enchaîner sur le vrai antagoniste du 5e niveau, un hélicoptère. Au 6e niveau, vous pouvez oublier les continues, et vous n'avez que 30 secondes pour atteindre un entrepôt et sauver la fille du maire. Quoi qu'il arrive, suite à cela, ce sera le game over avec une good ou bad ending. Personnellement, lors de cette capture, la fille du maire a fait boum. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, les adaptations du jeu sur console et micro-ordinateur, et commençons avec les adaptations les moins intéressantes, car trop fidèles à l'arcade et donc il n'y a pas grand chose à dire. La meilleure adaptation du jeu est la version PlayStation 2, qu'on ne trouvera hélas que sur la compilation japonaise Taito Memories 2. Nous avons pourtant bien eu en Europe 2 galettes Taito Legends, mais ni Chase HQ ni SCI ne sont au programme de ces compilations européennes. Et il faut dire que cela est bien dommage tant ces jeux de voiture en fausse 3D sont impressionnants. Sur Saturn, c'est quasi parfait, à part que le jeu ne tourne pas en 60 images par seconde, mais en 30 images par seconde. L'autre point fort de cette version Saturn, c'est qu'il s'agit d'une compilation également qui contient un Chase HQ. Le point faible, c'est qu'à l'heure actuelle, la compilation coûte dans les 90€. C'est moins cher qu'un PV pour excès de vitesse, mais ça fait un peu cher le jeu d'arcade qui se termine en moins de 20 minutes si on abuse des crédits infinis. La version PC Engine du jeu est une bonne adaptation de la version arcade. En fait, c'est certainement la meilleure après ces quasi perfect arcade conversions PS2 et Saturn qu'on vient de voir. D'ailleurs, je possède le jeu en version originale, j'en profite pour vous montrer ce joli objet qui est une boîte de jeu PC Engine au format U-Card. Et regardez-moi la taille de cette cartouche qui est en fait une carte, comme son nom l'indique. Enfin, trêve de fétichisme, mais retournons à l'essentiel, le jeu. Ce dernier vous propose de choisir un mode de contrôle, c'est toujours agréable, mais même avec 2 boutons, on sent qu'il nous manque quelques gâchettes pour gérer l'accélération et le freinage. In-game, c'est très rapide sur la 8 bits de NEC, et le jeu possède les changements météo que l'on ne trouvera plus dans aucune des conversions qu'on verra ensuite. Les objets sur la route volent en l'air dès qu'on les percute, et l'action est omniprésente. Bémol peut-être, je trouve le jeu encore plus dur que l'arcade, et ce dès le second niveau. On se mange souvent un obstacle sur le bord de la route qui nous fait déraper et perdre toute notre vitesse. Je ne parle pas non plus du fait qu'on a facilement tendance à tomber à l'eau à cause d'une force centrifuge plutôt raide. Ce qui est sûr, c'est que le jeu ne se termine pas aussi facilement que la version arcade. L'autre console 8 bits qui a vu débarquer le jeu est la Master System. Au premier regard, le jeu est assez dépouillé mais permet un jeu d'une bonne fluidité. Encore heureux, me direz-vous, la route est encore plus plate que Jane Birkin, mais globalement, chaque stage respecte le thème de ceux de l'arcade. Le vrai énorme problème de cette version Master System, c'est sa simplicité. J'ai terminé le jeu en faisant la capture vidéo dès ma première partie, avec la good ending en une vingtaine de minutes. Je vous laisse imaginer la tête du gamin de l'époque qui a acheté le jeu et qui voit la fin dès la première partie. Un peu comme le Tortue Ninja de la Game Boy d'ailleurs. Tout cela faute à un timer dont les secondes s'égrènent comme des minutes, une force centrifuge inexistante et des collisions sans quasi aucune incidence.
Dans certains niveaux, j'ai même pu rouler hors de la route sans perdre de vitesse. Et même lorsque lors d'un des niveaux je suis tombé dans le vide, en pensant ne plus pouvoir rattraper l'adversaire car il avait trop d'avance, j'ai fini par lui coller au train pour l'exploser. Et tout cela même pas vraiment de justesse. Sur Amiga, le jeu est nommé Chase HQ2 Special Criminal Investigations, ce qui est totalement faux puisque Chase HQ2 est un tout autre jeu. Cette version Amiga est plutôt jolie, même si tout cela est affaire de goût, mais surtout possède des digitalisations vocales à tire-larigot, que ce soit pour présenter la mission ou aux inter-écrans d'arrestation. Cela blablate tout le temps, et sur ce point c'est fidèle à l'arcade en fait. Par contre, côté habillage, on repassera un simple écran titre avant de démarrer le jeu, et même pas d'écran de game over lorsqu'on perd. C'est du détail, nous passerons donc là-dessus. Le jeu est parfaitement jouable, mais il vous faudra une manette qui gère bien les mouvements en biais, car l'accélération se fera en poussant le joystick vers l'avant et le turbo en appuyant sur la barre espace. Le jeu n'est pas d'une fluidité exemplaire, on est loin de Lotus Turbo Esprit, mais cela reste correct, on a vraiment vu pire sur la machine. Globalement, on a affaire à une adaptation très correcte de SCI pour Amiga. Pour la version interestée, vous enlevez des couleurs, vous rendez la chose plus saccadée, surtout dans les virages où on a l'impression de regarder une soirée diapositive de chez Tata Ginette, et puis on enlèvera aussi la sirène de la voiture et vous aurez la même chose que la version Amiga. Pas grand chose à dire de plus, c'est exactement le même jeu mais techniquement un cran en dessous. Tout cela ne gâche pourtant pas globalement le plaisir de jeu qui reste agréable à jouer même si certains endroits saccadent vraiment fortement. La version Commodore 64 du jeu est plus une relecture de SCI qu'autre chose, mais commençons par le commencement. D'abord, de nombreux choix de contrôle sont possibles. Manette 1 bouton, manette 2 boutons, car le jeu était vendu en cartouche, et donc compatible avec la console Commodore, et le contrôle au clavier est également possible, ce que je vous conseillerais. Karen vous explique la mission, et les graphismes interniveaux sont même présents, même si je pense que c'est toujours les mêmes. En jeu, graphiquement, ce n'est pas très fin, mais l'effet de vitesse est bien présent, et se ressent parfaitement. Par contre, les décors varient très peu d'un niveau à l'autre. On est loin des environnements de l'arcade, même si on peut par exemple passer sous des ponts et qu'il y a des dénivelés sur la route. Le gameplay n'est pas très fin non plus. Là où en arcade l'ennemi à abattre est entouré de ses sbires, ici l'imitation 8 bits oblige, les sbires sont à détruire les uns après les autres et ce dans la minute avant d'atteindre la cible principale. Il va donc falloir jouer du turbo, foncer et tirer sur tout ce qui bouge, même sur les civils. SCI sur Commodore 64 est au final plutôt agréable quand on joue bourrin. D'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix de jouer autrement, et tient techniquement bien la route malgré un côté graphique assez répétitif. N'y allons pas par quatre chemins, la version ZX Spectrum est une véritable catastrophe à tous les niveaux. D'abord, elle ne tourne que sur un ZX Spectrum muni de 128 kilo-octets de mémoire et ne fonctionne qu'à la manette. Oubliez le jeu au clavier qui pourtant n'est pas du luxe sur ce titre alors qu'habituellement la majorité des jeux ZX sont reconfigurables pour le clavier. Ensuite, c'est la lisibilité du jeu qui est ignoble. Je sais bien qu'on est sur un ZX Spectrum, mais tous les objets semblent avoir été mis à l'échelle sans être retouchés pour leur effet de zoom. Enfin, le moteur de jeu est aux fraises, pourtant, ça serait une version améliorée de celui qui a été utilisé sur Enduro Racer, Turbo Outrun, Cisco 8 ou Road Blasters. Or, tous ces jeux, même s'ils n'ont pas une vitesse de dingue, ont des sprites beaucoup plus gros et bien mieux définis que cette version de SCI, et se payent même le luxe de tourner sur 48 kg de mémoire. Pour résumer, la version ZX Spectrum est clairement la pire de toutes ces conversions. SCI devait sortir sur GX4000. Des magazines l'ont même testé à l'époque, mais comme le jeu a semble-t-il loupé la sortie pour Noël 1990, la commercialisation est annulée. Pourtant, il semble qu'une poignée de cartouches existe. Preuve en est de cette vidéo de mauvaise qualité qu'on trouve sur YouTube, qui montre un jeu qui rame sacrément des fesses, avec un framerate totalement à la ramasse. Quand on connaît la qualité de conversion de Chase HQ sur Amstrad classique, qui est un petit bijou de technique, de beauté et de jouabilité sur cette machine, on se dit qu'on aurait finalement pu qu'être déçu. N'empêche que pour la préservation du jeu, il serait bien qu'un des possesseurs de cette cartouche accepte de la faire dumper, une opération sans risque de nos jours, mais faire profiter les gueux de cette version est peut-être trop demandé. Il existe un Chase HQ2 sur Mega Drive. Je le cite ici et je vous le montre car certains me le citeront très certainement en commentaire. Ce jeu n'a rien à voir avec SCI, car tout simplement on ne peut pas tirer et que l'arrestation des malfrats se gère comme dans le premier Chase HQ. D'ailleurs, je le répète, SCI n'est pas Chase HQ2. Le nom de Chase HQ2 qui a été utilisé pour les versions micro a très certainement été utilisé par but publicitaire, marketing, afin de faire un lien avec le succès qu'a eu Chase HQ dans les salles d'arcade.
Un vrai Chess HQ2 existe, et c'est toujours un jeu d'arcade en cel shading qui a l'air magnifique, mais que je n'ai hélas jamais eu la chance d'essayer. Il semble à présent émulable d'ailleurs, mais ceci est une autre histoire, et qui sait, elle fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo sur Old School is Beautiful. C'est d'ailleurs la fin de celle-ci de vidéo, et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire savoir quelle est votre version préférée de SCI dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.